Bismillah. Après 7 années de misère et de tourments, le peuple de Dana retrouva enfin le repos et l'opulence. Nuada avait récupéré son trône et Bress, le mauvais tyran, était banni du sol de l'Irlande. Pourtant, dans ce ciel bleu, un nuage noir menaçait. Comme on pouvait s'y attendre, Bress s'était réfugié auprès des Fomores. Nul ne doutait que, tôt ou tard, les monstres dénonceraient le traité d'alliance qui les unissait aux tribus de Dana et chercheraient à s'emparer de l'île verte. Bien sûr, les armées de Dana se sentaient de force à les repousser, mais une grave question se posait. En cas de guerre, qui prendrait leur tête? Sous le règne de Bress, tous les chefs de clan avaient été humiliés, ce qui les mettait dans l'incapacité d'exercer le commandement. Il aurait en effet été de mauvais augure de confier la liberté de l'Irlande à un homme qui avait connu la servitude. Or, un jour que Nuada donnait un festin dans sa ville de Tara, un char tiré par 2 étalons blancs comme neige, à la crinière blonde comme le soleil, se présenta à la porte de la ville. Un jeune garçon le montait. D'après les couleurs de ses vêtements brodés, il appartenait au clan de Diansect. Mais Gamal, le guerrier chargé de garder les portes de Tara, ne reconnaissait pas son visage. « Qui es-tu » demanda Gamal. « Et quel art exerces-tu » Nul ne se mêle aux enfants de Dana s'il ne possède un don particulier. Poser la question, c'est obtenir la réponse. Je suis charpentier. Nous avons déjà un charpentier. Il se nomme Lukta, fils de Lukada. Ne sais-tu autre chose? Interroge, je répondrai. Je suis expert en l'art de ferrer les chevaux. Nous avions déjà un maréchal ferrant, Kolum Goalemak. Ne sais-tu autre chose? Interroge. Je chante en m'accompagnant de la harpe. Nous avons déjà un harpiste, Abkan, fils de Buselemos. Ne sais-tu autre chose? Demande, je ne resterai pas muet. N'importe quel adversaire, que ce soit à main nue ou à l'épée, je le soumets. Nous avons déjà un héros, Brezal et Karlam, fils de Kam Baitleim. Ne sais-tu autre chose? Pose tes questions, tu ne me mets pas en peine, je suis chaudronnier. Nous avons déjà un chaudronnier, Creiden Cerd. Ne sais-tu autre chose? Ce n'est pas difficile, quel que soit le mal dont les enfants de Dana auraient à souffrir, je le guérirai. Nous avons déjà un médecin, il se nomme Dianect. Ne sais-tu autre chose? Le jeune homme avoua alors connaître les formules sacrées, les rites, les secrets des arbres et des rochers. Mais Gamal ne se laissa pas fléchir. On ne comptait plus à Tara les sorciers, druides et druidesses. Finalement, le voyageur perdit patience. Il se faisait tard et ses chevaux avaient soif. Soit, il y a parmi vous bien des hommes de mérite, mais va donc demander à ton roi s'il en est un qui, à lui seul, les vaut tous. Dans ce cas, je n'entrerai pas à Tara. Le temps était assez ferme pour que Gamal obéisse aussitôt. Eh bien, s'écria le roi en le voyant entrer hors d'haleine, pourquoi cette agitation? Un garçon monté sur un char tiré par 2 chevaux blancs à crinière d'or s'est présenté à la porte. Il se dit versé dans tous les arts. Vraiment, dit Nuada. Prends ce jeu d'échecs, invite-le à jouer une partie qu'il ne cherche pas de partenaire. Les pièces se déplaceront toutes seules. S'il gagne, il me le rapportera lui-même, sinon chasse-le. Peu de temps s'écoula avant que le jeune homme se présente devant le roi, l'échiquier sous le bras. Si tu as tous les talents dont tu te vantes, sois le bienvenu, dit Nuada. Quel est ton nom? Je m'appelle Luc. Mon père n'est autre que Sian, fils de Dianect, et ma mère Eitne, fille de Balor. Souviens-toi, par leur mariage fut scellée l'alliance entre les tribus de Dana et les Fomores. Comme le voulait la coutume dans les familles nobles, Lug avait été élevé loin de ses parents. Désormais en âge de paraître à la cour du roi, il venait se présenter à Nuada. « Sois le bienvenu, dit celui-ci. À ce que raconte mon portier, tu ne manques pas de dents. Lequel viens-tu mettre au service des enfants de Dana ?» Balor, mon grand-père, a prêté une oreille complaisante au rancœur de Bress. Il se prépare à bafouer le traité. Je ne veux pas que cette honte retombe sur moi. Accepte mon bras. Il n'est pas malhabile au maniement des armes. Pour ce qui est des bras, je me servirai des miens. Cela me procure une certaine satisfaction, mais j'accepte ton aide. Il devint bientôt évident que Lug n'avait pas exagéré en énumérant ses talents. Ébloui par ses mérites, l'armée le réclama pour chef. Pendant cette année, sous sa conduite, les Danéens se préparèrent à repousser l'ennemi.
De leur côté, les Fomores, plus habitués à se battre sur l'eau que sur terre, s'entraînaient en vue de l'invasion. Enfin, un matin, quelques jours avant la fête de Samaïn, les guetteurs annoncèrent l'approche de la flotte ennemie. Les monstres planèrent leur tente à l'endroit même où, 14 ans plus tôt, les Danéens avaient débarqué. « Il faudrait savoir combien ils sont, dit Lugh, et quels sont leurs chefs. »« Rien de plus facile, annonça Dagda. Je vais me renseigner. » Aussitôt, il se précipita vers le camp de l'ennemi entraînant sa massue. Il lourde qu'elle creusait un sillon derrière lui. Son éruption inattendue fit craindre une attaque surprise aux Fomores. Ils se rassurèrent à demi en constatant qu'il venait seul. « Attention, prévint Balor quand on lui rapporta la nouvelle. Dagda connaît des sortilèges. A-t-il sur lui sa harpe d'or qui joue l'air du chagrin, l'air du rire et l'air du sommeil? Il ne porte aucun instrument, juste une massue grosse comme un tronc d'arbre. Dans ces conditions, voyez ce qu'il cherche. » Les Fomores s'avancèrent à la rencontre du Danéen. « As-tu perdu la tête pour oser t'aventurer si près des lignes ennemies? Nous allons te faire passer le goût des aventures. » Dagda répondit à haute voix pour que tout le camp l'entende. Ainsi, ce que l'on raconte est vrai. Les Fomores sont dépourvus du moindre sens de l'hospitalité. À la veille de Samaïn, qui est jour de trêve, ils menacent l'étranger venu frapper à leur porte. Merci de m'en prévenir. Je vais de ce pas composer une chanson pour en avertir le monde entier. Les Fomores étaient bien embarrassés. Dagda se rusait, employait contre eux l'arme des orateurs magiciens. S'ils ne le recevaient pas, ils perdaient l'honneur. Or chacun sait qu'il est de très mauvais augure de se couvrir de honte alors qu'on se prépare à livrer bataille. Ah, rusé, rusé et demi. Puisque Dagda sollicitait l'hospitalité, on allait la lui offrir, au-delà de toute espérance. Au centre du camp, on creusa un puits profond que l'on remplit de lait, de graisse, de farine, de viande de chèvre et de mouton. Pour faire bonne mesure, on rajouta 3 ou 4 porcs entiers. Régale-toi, Dagda, on te dit gros mangeur, mais même un ogre tel que toi ne viendra pas à bout de la générosité des Fomores. Dagda se retrouvait pris à son propre piège. S'il ne se comportait pas en invité et ne relevait pas le défi, les Fomores pourraient à bon droit le mettre à mort en tant qu'espion. Prenant un air béné, il se pencha au bord du puits, et il montra qu'un chef danéen ne faillit jamais à sa réputation. Le lait, la farine, la chèvre, le mouton et les porcs, il engloutit tout. On murmure même qu'on ne retrouva pas les pierres au fond du puits. Dagda se releva, rond comme une outre, ivre de nourriture. Pour faire passer tout cela, tu boiras bien un petit coup. Il lui fallut encore absorber un tonneau de bière. Les Fomores s'amusaient de le voir ainsi, la panse distendue, le teint rubicant, le vêtement dégoulinant de bouillie et de bière. Ils le promenèrent dans tout le camp, eux se moquant, lui luttant pour conserver son équilibre. Or Dagda n'était pas aussi ivre qu'il voulait bien le laisser croire. Sous ses paupières à demi baissées, le regard demeurait vigilant. Bientôt, il sut tout de l'ennemi, combien d'hommes il alignerait dans la bataille, combien de chars et de chevaux qui seraient leurs chefs, à combien de monter leurs réserves de javelots. Il ne lui restait plus qu'à en avertir Lugh. Mais quand il s'approcha de l'entrée du camp, on le retint. « Tu veux déjà nous quitter? Tu n'en as pas pourtant pas fini avec notre hospitalité. Aujourd'hui, nous avons dû improviser. Demain, nous préparerons un repas digne de toi. » Dagda ne manquait pas de bravoure, mais ce soir il se sentait l'estomac trop chargé pour se frayer par la force un chemin à travers les rangs compacts des Fomores. Faisant mine d'accepter la proposition, il tituba jusqu'à la plage et s'écroula d'un coup. Bientôt un terrible ronflement provoqua la panique chez les oiseaux de la grève. Pourtant, Dagda ne dormait pas. Il comptait les vagues qui clapotaient contre la coque des bateaux pour en évaluer le nombre. Et il entendit fort bien un pas léger s'approcher de lui quand la nuit fut bien noire. « Ne crains rien, Dagda, chuchota une voix douce. Je suis venu pour t'aider. » Dagda entr'ouvrit une paupière. À la lumière de la lune, il distingua une jeune fille. Comment, pensa-t-il, ces êtres hideux que sont les Fomores peuvent-ils engendrer des filles aussi jolies? Elle se nommait Hélène, on la disait magicienne, mais jolie. Peut-être l'essentiel de sa magie résidait-il dans sa beauté. Sitôt qu'elle avait aperçu Dagda, elle s'en était violemment éprise, avec la lucidité que donne l'amour, car seuls les insensés croient que l'amour rend aveugle. Elle avait compris que le Danéen feignait l'ivresse et qu'il lui fallait plus de courage pour se laisser railler par ses ennemis que pour les combattre avec sa massue.
saluant sa vaillance aussi bien que son habileté, elle ne songea bientôt plus qu'à lui venir en aide. Elle l'aida en effet, usant de sa magie pour détourner l'attention des sentinelles. Elle permit à Dagda de se glisser hors du camp. Puis elle le rejoignit monté sur un jument rapide comme le vent, qui le ramena à Tara, où Dagda rendit aussitôt compte de sa mission. Très satisfait de son rapport, Lugh convoqua les chefs de clan. Dès la fin de la trêve, l'ennemi marchera sur nous. Dis-moi, Gobniu, le forgeron, ce que tu accompliras pour la gloire des enfants de Dana. Ce n'est pas difficile. Chaque fer brisé, chaque glaive émoussé, je le réparerai. Nulle pointe sortie de ma forge ne manquera son but. Et toi, Lucta le charpentier, que feras-tu pour les fils de Dana? Ce n'est pas difficile. Chaque lance brisée, chaque bouclier éclaté, je le réparerai. Et toi, Cridney le bronzier, que feras-tu pour les guerriers de Dana? Ce n'est pas difficile. Les rivets des épieux, les poignets des épées, les bossettes des boucliers, s'ils sont fendus, je les réparerai. Et toi, Dianect, notre médecin, que feras-tu pour les gens de Dana? Eh mais, comme d'habitude, tout guerrier tombé sous les coups de l'ennemi, pourvu qu'il n'ait pas la tête tranchée, je le remettrai sur pied. Quoi de plus simple pour moi? Et tous d'afficher ainsi une faculté d'extraordinaire, Ogma s'engageait à briser par son souffle l'élan des ennemis. Les bardes à leur faire perdre leur force et flétrir leur honneur par des incantations. Fignol, le druide, a déversé une pluie de feu sur leur tête. Les prêtresses ont ensorcelé les arbres et les mottes de terre pour les transformer en guerriers armés. Morrigan a semé la mort sur tous ceux que son ombre effleurerait. Et toi, Dagda, tu n'as pas encore rien dit. Ce n'est pas difficile. Tout exploit que les autres accompliront, je l'accomplirai à mon tour, et je remporterai à moi seul le tiers de la victoire. Lugh jeta un regard bienveillant sur ses lieutenants. Avec de tels guerriers, remporter la victoire, ce n'était pas difficile. Le problème, c'était que les Fomores disposaient eux aussi de grands pouvoirs. On s'en aperçut bientôt. Une fois encore, les malédictions des bardes, les cris de guerre et le barrissement des trompes de cuivre s'élevèrent au-dessus de MacTurret. Une fois encore, la plaine s'abreuva du sang des héros, à la science et au talent des Danéens. Les Fomores opposaient leur sauvagerie et leur force brutale. Des heures durant, les deux armées s'affrontèrent sans que l'issue de la rencontre se dessine. Pour observer les combattants, Lugh s'était installé au sommet d'un tertre. Il enrageait de voir la bataille se prolonger et surtout de ne pas pouvoir y prendre une part plus active. C'est que l'expérience avait rendu Nuada. Prudent, sur son ordre, 9 gardiens empêchaient Lugh, dont il estimait la vie trop précieuse, de se précipiter dans la mêlée. Mais Lugh avait le sang vif et brûlait d'en découdre. Il apercevait de l'autre côté du champ de bataille la haute silhouette de son grand-père, le géant Balor. Dire qu'il suffisait de le vaincre pour provoquer la déroute des Fomores. N'y tenant plus, il revêtit l'armure de son cocher pour tromper la vigilance de ses gardiens, sauta sur son char et galopa droit sur Balor. Voyant ce guerrier furieux, nimbé par les rayons de sa colère, foncés sur eux, les Fomores s'écartèrent précipitamment des redoutables faux qui hérissaient les flancs de son char et se replièrent derrière le géant. Lugh arrêta ses chevaux devant Balor et lui lança son défi. Ce que se dirent le géant et son petit-fils, il n'est pas permis aux communs des mortels de l'entendre sans perdre la vie. Si grande était la puissance de leurs paroles. Or cette terrible conversation dura jusqu'au soir, quand il sentit la chaleur du soleil faiblir. Balor estimait qu'il était temps d'en finir. « Oh là, mes serviteurs !» s'écria-t-il. « Soulevez ma paupière, que je vois un peu à quoi ressemble ce bavard qui se prétend issu des entrailles de ma fille. » Lugh n'attendait que cette occasion. Il fit tournoyer sa fronde et juste au moment où la prunelle flamboyante apparaissait, il lâcha le projectile. La balle de fronde percuta sa cible avec une telle force que l'œil magique fut projeté de l'autre côté de la tête. Il retomba sur les Fomores, rassemblés derrière le géant, provoquant la mort de centaines d'entre eux. Encouragés par les cris de Morrigan, les guerriers de Dana se ruèrent alors sur l'ennemi désemparé par la mort du chef et le repoussèrent jusqu'à la mer. Ainsi, les tribus de Dana restèrent telles et pour longtemps les seuls maîtres de l'Irlande. Cependant, rien n'est jamais définitif, même pour les dieux.
Un jour se présentèrent d'autres envahisseurs, les fils de Maïl. Les enfants de Dana les laissèrent s'installer à la surface de l'île, tandis qu'eux-mêmes se retiraient sous la terre, à condition qu'ils les reconnaissaient pour des divinités. Aujourd'hui encore, les descendants de Maïl habitent l'Irlande. Ils ont un peu oublié leurs anciens dieux, pourtant ceux-ci ne sont pas loin. De nombreux tertres se dressent dans l'île. Les archéologues disent que ce sont d'antiques tombeaux. Mais les audacieux qui, un soir de Samaïn, ont eu la chance de les voir s'ouvrir, savent qu'ils recouvrent les palais des enfants de Dana.